À toutes et à tous, bon après-midi, bienvenue dans cette session rétro sur Web Info TV. Après plus de 2 mois de fermeture pour raisons sécuritaires, la frontière entre la RDC et le Burundi a officiellement réouvert au poste de Kamamvira. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre Jacques Chabani, marquant la reprise des échanges entre les deux pays, interrompus après les tensions liées à la guerre du M23. Images et commentaires de cet élément. Après plus de 2 mois de fermeture imposées par des tensions sécuritaires, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi a officiellement réouvert ses portes. Cette décision, attendue avec impatience par les habitants de deux côtés, marque un pas important vers la normalisation des échanges transfrontaliers et la stabilisation de la région du Grand Lac. Le poste frontalier de Kamamvira côté RDC et Gatumba côté Burundi, relié à Uvira au Sud Kivu et au Bujumbura, a repris ses activités permettant à de milliers de personnes de traverser librement. La frontière avait été fermée mi-décembre 2025 suite à la reprise temporaire de la ville stratégique d'Uvira par les rebelles de l'F-123. Cette offensive avait sémé la panique et décontré des autorités burundaises à suspendre le passage pour le motif de sécurité. Le retrait des forces des rebelles d'Uvira le 12 janvier 2026 a permis une évaluation conjointe des autorités congolaises et burundaises aboutissant à la réduction significative de la menace perçue. Les évaluations sécuritaires, diplomatiques et migratoires menées par les gouverneurs du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, en collaboration avec Guy Tega, ont pavé la voie à cette réouverture. L'ouverture effective a eu lieu le lundi 23 février 2026 avec des horaires fixés de 5h à 17h. Cependant, une cérémonie officielle s'est tenue ce mercredi 25 février, présidée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur de la RDC, Jacques Chabani. Accompagné d'une délégation gouvernementale, il a symboliquement décadenancé la frontière au poste de Kamamvira, marquant la reprise du trafic transfrontalier. Cette étape s'inscrit dans la volonté du gouvernement congolais de rétablir pleinement l'autorité de l'État dans la région, en restaurant l'administration publique et en garantissant la sécurité des personnes et des biens. Cette réouverture représente un soulagement majeur pour les populations locales qui dépendent largement des échanges commerciaux avec le Burundi. Uvira, situé sur le rive du lac Tanganyika, est un hub économique vital pour le Sud Kivu. La fermeture avait paralysé les commerces, affectant les importations de biens essentiels et les exploitations de produits congolais. Des milliers de réfugiés congolais au Burundi fuyant les conflits peuvent désormais envisager un retour dans la dignité, bien que des préoccupations humanitaires persistent. Sur le plan régional, cette mesure renforce les liens entre la RDC et le Burundi au cœur des équilibres géopolitiques des Grands Lacs. Elle facilite la reprise des activités transfrontalières, essentielles pour l'économie burundaise également. Les autorités burundaises ont confirmé la réouverture du poste de Gatumba, soulignant l'amélioration de la situation sécuritaire. Les habitants interrogés expriment leur enthousiasme. Les gens traversent enfin un ouf de soulagement après des semaines d'isolement. Malgré cette avancée positive, des défis subsistent. La raison reste fragile en raison des activités résiduelles de groupes armés et des mesures renforcées de sécurité sont nécessaires pour prévenir toute résurgence de violence. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à évaluer les besoins urgents pour un retour organisé des populations via un comité provincial de sécurité présidé par le vice-premier ministre Chabani. Cette réouverture n'est pas seulement un geste symbolique, elle incarne l'espoir d'une paix durable et d'une coopération accrue entre les deux nations voisines. Alors que la RDC continue de lutter contre l'instabilité à l'Est, des initiatives comme celle-ci pourraient contribuer à apaiser les tensions régionales et à promouvoir le développement économique partagé. Nouvelle escalade cette semaine de tensions armées dans l'est de la République démocratique du Congo. À Lumbishi, dans les territoires des Calais, au Sud Kivu, l'F-123 a accusé Kinshasa de mener des bombardements depuis l'aube. Le mouvement rebelle a évoqué des frappes ayant visé des zones habitées, faisant au moins une victime civile, plusieurs blessés et les nouveaux déplacements de population. Les détails de cet élément. Dans une publication diffusée à l'aube sur son compte X, le porte-parole politique de l'F-123 dénonce un bombardement incessant et aveugle mené par les forces coalisées du régime de Kinshasa contre des zones densément peuplées de Lumbishi.
Selon ce communiqué estampillé, mis à jour du 23 février 2026, les frappes auraient débuté à 1h45 du matin ce lundi, visant des quartiers habités. Le mouvement rebelle affirme qu'une civile identifiée comme Safissé Makoma a été tuée lors de cette offensive. Des autres personnes, Dieme Mouda Kahana et Mouhawe Evariste, auraient été admises en urgence dans un hôpital de proximité, tandis que plusieurs blessés supplémentaires sont signalés. L'F-123 évoque également de nouveaux déplacements forcés des populations par là d'une crise humanitaire en aggravation. Les textes acquis les forces du gouvernement congolais, appuyés selon lui par des éléments de forces armées burundaises, de cibler délibérément des zones habitées. Dans sa déclaration, le mouvement affirme que ces accusations ont été relayées par Radio France Internationale RFI, citant le journal Afrique diffusé à 4h30 GMT, salon du 23 février. F-123 soutient que ces éléments viendraient confirmer des violations répétées du cessez-le-feu. Le communiqué conclut en attribuant d'entière et exclusive responsabilité des bombardements et des violations alléguées au régime de Kinshasa. À ce stade, aucune réaction officielle des autorités congolaises n'a été rapportée en réponse à ces accusations. Amenez. Nzuri. Nibakaryame barakatsinda. À Roubaix, dans les territoires du Massissi, le porte-parole de l'F-123, Laurence Kanyuka, a accusé les forces coalisées au FARDC d'avoir mené des frappes par drone sur cette cité minière stratégique. Au même moment, le combat s'est intensifié aussi à Minembwe. Les détails dans cet élément. La tension remonte d'un cran dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce mardi 24 février 2026, le porte-parole politique de l'AFCM23, Laurence Kanyuka, accuse les forces coalisées de Kinshasa d'avoir mené un bombardement par drone sur la cité minière de Roubaix dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Une déclaration publiée sur son compte X dans un climat sécuritaire déjà extrêmement fragile. Roubaix n'est pas une localité ordinaire. Cette cité minière du territoire de Massissi est l'un des principaux centres d'extraction des coltan, minerais stratégiques utilisés dans la fabrication des composantes électroniques. Contrôlée par la rébellion de la FCM23, elle représente un enjeu économique et militaire majeur. Selon Laurence Kanyuka, des drones des forces alliées du gouvernement congolais bombardent aveuglément la zone, dénonçant une violation flagrante du cessez-le-feu. Aucune confirmation officielle indépendante n'était disponible dans l'immédiat. Pendant ce temps, plus au sud, la situation des mers explosives à Minembwe dans les hauts plateaux d'Efizi au sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyés par les miliciens Wazalendo et des contingents burundais, ont intensifié la pression sur les positions des Twirwanéo alliés à l'AFC M23. Des affrontements et des frappes des drones signalés à la mi-février auraient provoqué d'importants déplacements des populations civiles, accentuant une crise humanitaire déjà préoccupante dans la région. Dans les territoires de Massissi, l'AFC M23 multiplie depuis plusieurs jours les communiqués dénonçant les violations du cessez-le-feu. Les mouvements rebelles évoque notamment des attaques le 22 février contre plusieurs localités dont Katoyi, Louké et Kassenyi. Des sources locales rapportent toutefois des pertes de positions rebelles face aux offensives conjointes des FARDC et de leurs alliés. De son côté, Kinshasa rejette les accusations et impute à l'AFC-M23 la responsabilité première de l'escalade. Alors que les lignes de front évoluent et que les accusations se multiplient, l'Est de la RDC semble s'enfoncer un peu plus dans une spirale d'affrontement où les civils paient une fois encore les prix forts. Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'AFC-M23, a été tué mardi 24 février dans une frappe de drone attribuée au FARDC près de Roubaix dans les territoires de Massissi au nord Kivu. Pour la toute première fois, l'AFC-M23 sort de son silence sur la mort de son porte-parole militaire. Dans un communiqué officiel publié à Goma, samedi 28 février, le mouvement accuse Kinshasa d'avoir violé les cessez-le-feu et promet que ces actes ne resteront pas sans conséquence. Une déclaration forte dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Des combats se sont poursuivis vendredi 27 février dans les territoires du Massissi au nord Kivu, opposant les éléments de l'F-123 au FARDC appuyés par les groupes d'autodéfense Wazalendo. Les affrontements signalés dès l'aube autour de Nyabiondo ont semé la panique au sein de la population civile. Les détails de ce reportage.
Les violents affrontements ont éclaté ce vendredi 27 février 2026 dans les territoires des Massissi au nord Kivu, ravivant les tensions armées qui secouent l'est de la République démocratique du Congo. Les combats opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par des groupes d'autodéfense Wazalendo. Selon des sources locales, les échanges de tirs ont débuté dès les premières heures de la matinée à Kinyumba, près du centre de Nyabiondo. Depuis le matin, nous attendons des coups de feu autour de Nyabiondo, rapporte un habitant joint sur place, décrivant une situation de panique parmi la population civile. À l'aube, l'armée congolaise a mené des frappes à l'aide des drones dans la zone. Le bombardement a fait au moins des blessés civils dans les quartiers Isiro. Selon les témoignages concordants, les circonstances précises de ces frappes et l'étendue des dégâts restent encore à établir. La veille, au soir, jeudi 26 février, les villages de Tchoubi, Atabo et Kaniro, situés dans la chefferie des Barou, sont repassés sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23, d'après des sources locales. Cette avancée marque un nouveau recul pour les FARDC dans cette partie stratégique du territoire des Massissi. Ce développement illustre la volatilité persistante de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, où les affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales continuent d'exposer les civils à de graves risques. Alors que les combats se poursuivent autour de Nyabiondo, de nombreuses familles restent confinées chez elles dans l'attente d'une accalmie encore incertaine. À la clôture du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, la voix de l'Église catholique s'est faite grave. Son président Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, a exprimé sa vive inquiétude face à la dégradation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a dénoncé la poursuite de combats entre le FARDC et leurs alliés contre l'AFC M23 qu'il accuse d'être soutenu par le Rwanda. Ses propos sont ici. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de votre présence à cette session statutaire. En effet, malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo. Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingues à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le bon fonctionnement de nos structures ecclésiales requiert la présence d'un personnel disponible. Raison pour laquelle, conformément aux échéances statutaires de la CENCO, nous avons procédé au renouvellement des mandats et à la nomination du personnel à certains postes. Il a ainsi plu au comité permanent de renouveler le mandat du secrétaire exécutif de la commission épiscopale Justice et Paix. Éminence, Excellences, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à vous renouveler ma profonde gratitude pour votre disponibilité
preuve de votre attachement spontané à l'Église Famille de Dieu qui est en RD Congo. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de nous avoir conduits et éclairés par son esprit pendant ces assises. Suite à ces propos, le secrétaire général de la SECO est sorti de sous silence. Monseigneur Donancier Cholet a dénoncé la mauvaise foi de ceux qui soutiennent que Monseigneur Fulgence Mouteba condamnerait pour la première fois l'insécurité persistante à l'est de la République démocratique du Congo et l'appui de l'armée rwandaise à l'F-123. Selon lui, le président de la SECO s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ces questions. Ces précisions sont ici. Quand j'ai vu les réactions sur l'allusion faite par le président Lasenko de l'appui du Rwanda au M23, j'ai dit mais c'est soit on a affaire soit aux ignorants, soit aux hommes de mauvaise foi simplement, parce que ce n'est pas la première fois. Allez revisiter le texte de Lasenko, vous verrez que plusieurs fois les évêques, membres de Lasenko et Monseigneur Fulgence EDC là, ont nommément cité le Rwanda. Et je crois que dans une des communications, j'ai même informé l'opinion sur le plaidoyer que nous avons fait sur le plan international là-dessus. Je dirais d'ailleurs, nous sommes la première église qui publiquement a pris cette posture-là. Donc, il faut être de mauvaise foi pour prétendre que c'est la première fois. Non, il s'agit plutôt d'une évolution pastorale. On a condamné plusieurs fois et on a constaté que le résultat attendu n'était pas là. Il fallait faire autre chose, et autre chose, c'est justement l'initiative Pacte social. Donc, ce n'est pas que on se tue, mais on est dans une autre démarche pour pouvoir donner la chance à ces dialogues, à ce consensus national. On a pris cette posture pastorale, donc il s'agit d'une stratégie pastorale et non de renier ce qu'on a toujours dit. Reçu au palais de l'Élysée, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a échangé mercredi 25 février avec son homologue français Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des tensions persistantes. Les deux chefs d'État ont également abordé la coopération bilatérale et la candidature de la RDC au secrétaire général de l'OIF. Suivez cet élément pour en savoir plus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce mercredi dans l'après-midi avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée, siège de la présidence française. Au cœur des échanges, la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par l'escalade des tensions armées dans plusieurs localités, la France a réaffirmé son attachement au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, renseignent nos sources à la présidence. Un signal diplomatique fort alors que Kinshasa multiplie les initiatives pour mobiliser le soutien de ses partenaires face à l'instabilité persistante dans cette région stratégique. Les deux chefs d'État ont également abordé les perspectives de coopération bilatérale, notamment sur les plans politiques et multilatéral. Les discussions ont permis de faire les points sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Un dossier stratégique pour Kinshasa qui ambitionne de jouer un rôle accru au sein de l'espace francophone. Cette rencontre à l'Élysée s'inscrit dans une dynamique de concertation renforcée entre Paris et Kinshasa sur faux dangers sécuritaires et diplomatiques majeurs pour la région des Grands Lacs. Face à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et aux tensions politiques, l'opposant Martin Fayulu plaide pour un dialogue national ouvert à toutes les forces vives du pays afin de construire un consensus national et éviter les erreurs des dialogues précédents. Il l'a dit dans une déclaration faite le jeudi 26 février, dont voici les détails. Dans un contexte marqué par l'insécurité à l'Est, les tensions politiques et une défiance croissante envers les institutions, Martin Fayulu relance les débats sur la nécessité d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Pour l'opposant, seule
Une démarche sincère, ouverte à toutes les composantes de la société civile peut permettre de restaurer la cohésion nationale et d'ouvrir la voie à une paix durable. Au cœur de son plaidoyer, l'inclusivité. Selon lui, le dialogue ne peut se limiter à quelques acteurs politiques réunis autour d'une table. Il doit intégrer l'ensemble des forces vives du pays, majorité, opposition, société civile, confession religieuse, autorités traditionnelles, femmes, jeunes, personnes vivant avec handicap, déplacés internes, diaspora et même groupes armés. Ignorer certaines voix, c'est affaiblir la légitimité du processus, soutient-il en substance. Martin Fayulu insiste également sur la représentativité comme principe fondamental. Dans un pays vaste et divers, où les réalités diffèrent profondément entre les grandes métropoles et les zones rurales, entre l'Ouest et les provinces meurtries, de l'Est, chaque composante nationale doit pouvoir faire attendre sa voix. L'objectif affiché, dépasser les clivages pour construire un consensus autour de l'intérêt supérieur de la nation. Au-delà des principes, l'opposant énumère 7 axes majeurs devant structurer ces dialogues. Parmi eux, la défense de l'intégrité territoriale et la réforme de l'armée et des services de sécurité, la promotion d'une gouvernance éthique avec une lutte renforcée contre la corruption, la consolidation de la justice et des droits humains, ainsi que des réformes électorales en vue de garantir la transparence et la crédibilité des scrutins de 2028. À ces chantiers s'ajoute la promotion de la coexistence pacifique entre les ethnies congolaises, la stabilité régionale dans l'espace des Grands Lacs, ainsi qu'un examen approfondi des résolutions issues des dialogues passés depuis 1958. L'idée est d'évaluer leur niveau d'application et d'en tirer une doctrine cohérente de gouvernance. Les constats dressés est sévère. Les précédentes initiatives des dialogues ont souvent suscité espoir et désillusion. Les résolutions adoptées n'ont pas toujours été mises en œuvre, alimentant la méfiance populaire. Pour éviter la répétition des erreurs, Martin Fayulu met en avant la nécessité de garantir la transparence du processus, la clarté des critères de participation et surtout l'engagement ferme d'appliquer les décisions prises. Reste désormais à savoir si cet appel trouvera un écho favorable auprès des autorités congolaises et des autres acteurs politiques. À Beni, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé le lundi 23 février un forum stratégique pour mettre à la fin la menace des ADF. Autorités politiques, responsables militaires des FARDC, partenaires internationaux et représentants de la MONUSCO y ont pris part. Objectif, définir une riposte globale et coordonnée face à une insécurité persistante. Reportage. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a ouvert ce lundi 23 février 2026 à Beni le forum provincial de paix centré sur la problématique des forces démocratiques alliées à ADF. Les travaux se déroulent jusqu'au 26 février dans l'enceinte Congo Solutions située en camping dans la commune de Rwenzori. Cette initiative vise à définir une stratégie globale et coordonnée pour combattre durablement les phénomènes ADF dans le territoire de Beni et de Lubero durement affectés par des années d'insécurité. Président, la cérémonie d'ouverture, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Evariste Somo, a salué la mobilisation des autorités politiques de force de défense et des partenaires internationaux qu'il considère comme un signal fort de soutien aux populations touchées par la violence. Il a aussi plaidé pour une rupture avec ce qu'il qualifie de normalisation des massacres et du deuil, appelant à des actions concrètes pour protéger les civils et restaurer l'autorité de l'État. La rencontre a réuni plusieurs hautes personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, le chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ainsi que des représentants de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, de l'UPDF, l'armée ougandaise et d'autres partenaires engagés dans la stabilisation de la région. Au-delà du Nord Kivu, les échanges ont mis en lumière l'expansion des violences attribuées aux ADF vers la province de l'Ituri et jusqu'à Pondwe en Ouganda, confirmant le caractère transfrontalier de la menace. À l'issue de ces assises, les organisateurs espèrent dégager des recommandations fortes et opérationnelles capables d'instaurer une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Lors de la clôture de ce forum provincial d'épée à Béni, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sankara, a appelé les acteurs politiques, sécuritaires et communautaires à traduire les résolutions adoptées en actions concrètes pour restaurer durablement la sécurité dans la région. C'était le mercredi 25 février, les précisions dans ces reportages. C'est dans une atmosphère empreinte d'espoir que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sankara Bananuré, a déclaré clos les travaux du Forum provincial de paix sur le ZADEF. Avant lui, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Somokaku Levaris, avait salué la sérénité et l'esprit des responsabilités qui ont caractérisé les échanges, preuve de l'importance accordée par les participants à la recherche des solutions durables. Désormais, la question des ZADEF sera abordée non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, comme une menace contre la paix, contre l'humanité, et donc il faut trouver une réponse appropriée à la hauteur de sa gravité. Durant 3 jours, députés nationaux et provinciaux, sénateurs, forces de défense et de sécurité, autorités coutumières, sociétés civiles et partenaires techniques ont analysé la menace terroriste et identifié les défis structurels qui freinent l'action collective. À la clé, plusieurs recommandations majeures. La mise en place d'un cadre de suivi des résolutions, l'élaboration d'un plan provincial intégré de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le renforcement de la coopération interprovinciale et transfrontalière et un accent particulier sur la résilience communautaire et la prévention de la radicalisation des jeunes. Pour Aimé Boji Sankara, ces résolutions doivent désormais se traduire en actions concrètes. Conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, notre engagement s'inscrit dans une dynamique nationale et régionale visant la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, nous avons désormais une feuille de route claire. Il nous appartient dès lors de transformer nos résolutions en actions concrètes, mesurables et durables. L'histoire jugera notre capacité à agir avec courage et constance. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'unité nationale face à une menace qui dépasse les clivages et exige une mobilisation permanente. Béni, ville meurtrie mais résiliente, ces forums marquent un tournant attendu, celui d'une coordination renforcée et d'une détermination renouvelée pour restaurer durablement la sécurité au Nord Kivu. Plainte ad hoc à l'international, cette semaine, 2 activistes congolais ont saisi la justice du Canada au nom de 150 familles visant 2 citoyens canadiens présentés comme des responsables du Conseil national de cyberdéfense de la RDC. Des précisions dans cet élément. Les activistes congolais Tessango Victor et Palmer Kabeya, agissant aux côtés des 50 familles se déclarant victimes de violations graves des droits humains, ont saisi la justice canadienne. Leur plainte cible 2 citoyens canadiens présentés comme responsables du Conseil national de cyberdéfense de la République démocratique du Congo, RDC, Lisette Kabanga et Jean-Claude Boukassa. Selon le plaignant, le fait reproché serait lié à des actes commis dans le cadre des activités du Conseil national de cyberdéfense, une structure stratégique de la présidence congolaise intervenant dans les questions de sécurité numérique et de surveillance. Les familles dénoncent des atteintes aux libertés fondamentales, notamment des violations présumées des droits à la vie privée, à la sécurité et à la protection contre les abus de pouvoir. En portant l'affaire devant la justice canadienne, les activistes entendent invoquer la compétence des tribunaux du Canada en raison de la nationalité des personnes mises en cause. En portant l'affaire devant la justice canadienne, les activistes entendent invoquer la compétence des tribunaux du Canada en raison de la nationalité des personnes mises en cause. Cette démarche vise à obtenir reconnaissance, justice et réparation pour les victimes présumées. Pour Tessango Victor et Palmer Kabeya, cette action judiciaire représente un point décisif contre l'impunité. Ils affirment que les mécanismes nationaux en RDC n'auraient pas permis, selon eux, d'obtenir un traitement impartial du dossier. À ce stade, aucune décision judiciaire n'a encore été rendue et les personnes visées par la plainte n'ont pas encore publiquement réagi aux accusations. Conformément au principe de la présomption d'innocence, les faits allégués devront être examinés par des autorités compétentes. La République démocratique du Congo entre dans la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Kinshasa a officiellement désigné Juliana Amato Lumumba pour briguer le poste de secrétaire général face notamment à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Présentée comme le choix du renouveau et d'une francophonie plus inclusive, la fille de Patrice Emery Lumumba devra désormais convaincre les États membres. Les détails de cet élément.
Dans un communiqué rendu public par le ministère de la Communication et des Médias, Kinshasa annonce la désignation de Juliana Amato Lumumba pour briguer la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision traduit selon le gouvernement la volonté de Kinshasa de contribuer activement au nouveau et au rayonnement de l'espace francophone. Fille de l'ancien premier ministre Emery Patrice Lumumba, figure historique de l'indépendance congolaise, Juliana Amato Lumumba affiche un parcours de plus de 30 ans au croisement de la gouvernance publique, de la diplomatie culturelle et de la coopération internationale. Elle a occupé les fonctions de vice-ministre puis de ministre de la Culture entre 1996 et 2001 avant d'exercer de 2007 à 2015 comme secrétaire général de l'Union des chambres de commerce africaines au cœur. Les communiqués soulignent également son engagement en faveur d'une francophonie plus moderne, inclusive et solidaire, attentive aux réalités des peuples. Son action en faveur de la promotion des femmes et des jeunes, ainsi que sa maîtrise de plusieurs langues, français, anglais, arabe, lingala et swahili, sont présentés comme des atouts majeurs dans un contexte où l'OIF cherche à renforcer son impact politique, économique et culturel. Ces choix interviennent à l'issue d'un processus interne au cours duquel d'autres personnalités congolaises de premier plan, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et l'économiste Freddy Matungulu, avaient été évoqués. Leur mise à l'écart au profit de Juliana Amato Lumumba témoigne d'une orientation assumée vers un profil à la fois politique, diplomatique et entrepreneurial. À travers cette candidature, Kinshasa a apporté une vision d'une francophonie davantage ancrée dans les dynamiques africaines et les défis du XXIe siècle, notamment les transitions numériques, culturelles et économiques. Reste désormais à convaincre les États membres de l'OIF de faire les paris congolais. En République démocratique du Congo, la réforme de l'administration publique franchit une nouvelle étape. Cette semaine, le gouvernement a annoncé la mise à la retraite de 1200 fonctionnaires dans le cadre de la 4e vague engagée par le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Une décision présentée comme un levier de rajeunissement et la stabilisation des effectifs. Reportage. Les régimes des retraites est un sacré problème en République démocratique du Congo, principalement dans l'administration publique. Depuis sa nomination au gouvernement, le ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, en a fait son principal cheval de bataille. Au cours de la 79e réunion du Conseil des ministres, une décision de mettre à la retraite la 40e vague de fonctionnaires a été prise. Il s'agit de 1200 agents de carrière des services publics de l'État. Les actes de départ à la retraite de ces cadres supérieurs et agents de collaboration sont déjà apprêtés et seront transmis essentiellement aux autorités compétentes pour sanction. Cette nouvelle vague de retraités survient après la précédente de 2000 agents qui a été mise à la retraite en décembre 2025. Elle comprenait 58 secrétaires généraux, inspecteurs généraux et médecins généraux, 232 directeurs, 285 chefs de division, 106 chefs de bureau, 716 agents de collaboration et d'administration de première classe ainsi que 603 agents d'exécution. Pour Jean-Pierre Liaou, cette décision rencontre les objectifs du gouvernement congolais dans les domaines de l'administration publique, le rajeunissement compétitif des ressources humaines, l'avancement en grade des agents méritants et la stabilisation des effectifs. Cette nouvelle étape de franchie résonne comme une véritable bouffée d'air pour le ministère de la fonction publique en République démocratique du Congo, dont récemment les scandales autour des retards de la paie des agents fonctionnaires de l'État a explosé. Terminons en sport. Après des années de transition, la Fédération congolaise de football association s'apprête enfin de tourner une page décisive. Le comité de normalisation dirigé par Belinda Lutandila a dévoilé lundi dernier le calendrier des élections avec un point d'orgue les scrutins du 11 avril 2026 pour élire le nouveau président de la FECOFA. Les élections préalables sont prévues en mars au sein de Ligue nationale. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Des années de transition après, la Fédération congolaise de football association va finalement connaître un nouveau président élu. Ce lundi, le comité de normalisation que dirige Madame Belinda Lutandila a rendu officiel le calendrier des activités électorales à la FECOFA qui seront précédées par des scrutins aux différentes entités connexes. Le grand jour est prévu le 11 avril 2026, date de l'élection du nouveau président de la fédération. Celle-ci sera précédée par les élections du président de la Ligue nationale de football des jeunes le 9 mars, celui de la Ligue nationale de football féminin le 10 mars et celui de la Ligue nationale de football
le 11 mars. Le poste de la présidence de la Fédération congolaise de football association est l'un de très convoités en RDC, notamment pour des raisons stratégiques liées à la position qu'occupe le pays dans les paysages footballistiques africains et mondial. C'est surtout un poste très exigeant qui requiert de la grandeur des différents candidats. Il doit être quelqu'un qui aime le football et son pays, a déclaré Didier Chimanga à propos du profil idéal pour diriger la FECOFA. Il doit avoir les moyens, a poursuivi le président des Aigles du Congo, qui a dit attendre du prochain patron de l'instance fêtière du football congolais la capacité à sortir le pays dans les marasmes dans lesquels il est en train de nager. En attendant, d'anciens footballeurs internationaux congolais avaient déjà exprimé leur volonté de prendre les rênes de la FECOFA sans les manifester officiellement. Cependant, les candidatures les plus loquaces sont celles de Olivier Safari, président de la commission des arbitres à la CAF, ainsi que Véron Mosengo, actuel secrétaire général de la CAF. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session rétro. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Bon week-end chez vous.